Les gens aiment avoir raison. Alors si tu leur donnes ce qui confirme une de leurs croyances, tu peux être sûr de les mettre de ton côté. C'est quoi? Les gens prêtent plus attention, acceptent et retiennent plus facilement une information si elle confirme leurs croyances et hypothèses. Exemple de Google. Google est ton ennemi parce que Google sait que tu cliqueras dessus plus facilement sur une info qui confirme tes croyances alors qu'il ne proposera plus que ça. Neil deGrasse, nous sommes tous vulnérables aux biais. Les moteurs de recherche sur Internet sont les quintessences du biais de confirmation. Et voulez-vous en servir comme évidence pour prouver que vous avez raison? Et il y a une autre personne qui parle de ça aussi, c'est Neil deGrasse Tyson. Les conseils, il dit, protège-toi en connaissant à l'avance les gourous de ce secteur. Recoupe tes sources, ne t'arrête pas à la première. Pose des questions non orientées, pas des questions contenant déjà la réponse. Et après, il dit, ce biais cognitif a été coécrit. Enfin, c'est pas important en fait. Ce que je veux faire comprendre, c'est que si tu veux avoir 100% des notions sur le biais de confirmation, tu devrais jeter un coup d'œil à la liste des biais cognitifs dans le lien et en commentaire. Donc j'enverrai d'autres explications par rapport à ça. Il y a d'autres explications qui font annexe justement à plusieurs critères de décision qu'une personne justement peut prendre ou pas quelque chose au sérieux ou pas. Donc il y a la loi de Ike, une loi de Ike-Eman. Donc ça stipule en fait de plus on présente de choix à un utilisateur, plus il mettra du temps, d'effort à prendre une décision. En fait, c'est nommé, hein, c'est nommé par les psychologues William Edmund Hick et Ray Eman. Donc ça, c'est sur la loi de Hick. Ça dit en gros, nous connaissons tous la douleur de parcourir l'interminable liste de contenus Netflix pour s'apercevoir qu'une heure s'est écoulée. Et en fait, plus on a le choix, plus on est moins décidé. Et c'est un peu ça. Voilà. Il n'est pas facile aussi de faire des choix quand on connaît l'étendue de ce que nous est proposé dans le catalogue Netflix, hein, encore pour exemple. On peut comparer ça un peu à Crowdone. Donc il faut cibler le besoin de la personne. Voilà. Donc pour aider des utilisateurs comme nous, on a dans Crowdone, pour avoir des conclusions plus rapides, il y a forcément comment dire des critères, comme on a dans Netflix, on a le top 10 par pays, on répertorie en fait un peu vous voyez un peu sur le champ de vision la chose que en fait il faut offrir à ses utilisateurs une expérience mémorable. En fait, c'est de vraiment vous allez créer une empreinte sur la mémoire de la personne, sur son besoin. La prise de décision face à l'abondance de choix, comme la plateforme, sûrement les plateformes que ça intéresse, en mettant en avant les contenus approuvés et que après on puisse avoir des pros sociales. Donc ça, ce sont des témoignages aussi. Et aussi, voilà, il faut essayer de réduire le nombre d'options ou de trouver de moyens de cacher certains éléments. Ont-ils besoin d'être tous affichés en même temps? Et voilà, donc on peut pas véritablement être sûr que ça puisse paraître si logique quand on a une personne, mais c'est irrémédiablement euh, fait pour réduire le nombre d'options. Si vous essayez de les présenter dans un ordre facile à parcourir et assurer que les éléments soient familiers pour l'utilisateur, bah forcément ça va être plus attrayant pour lui, moins mis de côté. Et voilà. Donc en fait, après, il y a le biais de confirmation. Les gens sont plus susceptibles d'accepter ou de prêter attention à une information si elle semble confirmer ce qu'ils pensent.
Ça, c'est sur le biais de confirmation. Les gens, ils savent que quand ils sont susceptibles d'accepter, ils prêtent moins attention à une information et sans confirmer ce qu'ils pensent, voilà. Et après, il y a Les biais cognitifs accordéon icône. Donc ça, c'est sur la définition de biais de confirmation. C'est le fait que les gens, en fait, sont plus susceptibles d'accepter ou de percevoir une information sans confirmer ce qu'ils croient ou supposent déjà. Alors ça, c'est d'autant plus le cas pour lorsque, bah, je sais pas, après moi, lorsque la situation elle est importante au personnel, donc on va s'identifier aux besoins et on va avoir un effet euh, boomerang, c'est-à-dire que le besoin est renvoyé sur l'information qu'on donne. Voilà. Et donc après, les résultats faits par rapport à ça, ils montrent que les moteurs de recherche peuvent renforcer le biais de confirmation. Donc la personne, quand elle va voir une information bah, de Crodwan, par exemple, elle va générer des résultats, cette recherche sur Internet, qui consiste uniquement en des preuves confirmant ce que nous supposions avant notre recherche. Donc voilà, donc ils savent que bah, le critère de recherche avec Crodwan, par exemple, et nous sommes tous vulnérables au biais. Donc, les moteurs de recherche, en fait, sur Internet, sont la quintessence du biais de confirmation et vous voulez en savoir, comment dire, en servir comme une évidence pour prouver que vous avez raison. En fait, c'est là-dessus, en fait, que Neil deGrasse Tyson, lui, il est né le 5 octobre 1958 et c'est un astrophysicien. Il est planétologue, auteur et communicateur scientifique américain. Donc Tyson a étudié à l'université Harvard. C'est l'un des scientifiques américains les plus populaires au monde. Conseil biais de confirmation, vous voyez, c'est tout ce qui est sur les biais cognitifs. Conseil icône, pensez à reformuler, réfléchissez bien et constitue une source faisant autorité avant d'effectuer votre recherche. Et plus vous arrivez à cibler votre prospect, parce que nous, on est dans la recommandation, donc forcément, on a une éthique un peu de prospecteur, mais c'est en même temps, c'est pour apporter le maximum de réponses et de, de retours sur le besoin de la personne. Voilà. Et donc après, si on part vraiment dans l'étude sur la divulgation progressive, il y a des utilisateurs qui vont se sentir moins perdus s'ils sont exposés à ces fonctions complexes plus tard. Il y a aussi, par rapport à ça, il y a la définition de cette divulgation progressive. Elle reporte à des fonctions avancées ou rarement utilisées plus tard dans l'expérience de l'utilisateur. Et là-dessus, en fait, c'est l'objectif est de réduire justement les risques que les utilisateurs se sentent dépassés par ce qu'ils découvrent. Et donc voilà, en divulguant progressivement les informations, et ben, forcément, ça révèle que l'essentiel et elle permet aux utilisateurs en fait, de gérer la complexité d'un site ou même d'une application. Et en fait, quand eux ils découvrent le site de Prodwan, comment dire, ils vont se sentir dépassés par rapport au nombre d'informations qu'il y a dessus, parce que c'est vraiment large, quoi. Et donc, bah, après, par rapport à l'exemple de Google, si on tape par exemple le biais de familiarité, on va avoir le mot-clé meilleur Isaacé. Donc on constate en fait c'est une apparition qui, qui peut paraître sur la divulgation en fait de progressive. C'est comment dire, c'est l'un des meilleurs moyens en fait de saisir deux exigences contradictoires. Les utilisateurs en fait veulent une réponse à tous leurs besoins. Ah, c'est sûr, hein, ils ont besoin de s'enrichir sur quelque chose. Et donc, par rapport à ça, en fait, il y a le conseil icône, en fait. Voilà. Donc ça, il ne faut pas se surcharger. Directement l'utilisateur qui découvre la plateforme avec toutes les informations qui sont disponibles sur le produit.
ou service, hein, C'est pareil. et ça évitera comment dire, de surcharger cette personne de données. Donc, incorporer les éléments de suspense, donc voilà, progression ou de surprise en donnant accès à des informations à priori au moment opportun. Donc ça, c'est vraiment, voilà, dans le procédé de la découverte du produit, du service, des services qu'on a sur Prodouane. Ne partez pas aussi, c'est pas la peine de partir sur des principes que vous savez que l'utilisateur souhaite en priorité, et ce qu'il apprécie le plus. Donc voilà, c'est encore ciblé pour mieux recommander. Voilà. Après, il y a la définition de charge cognitive. Donc, la charge cognitive totale ou la somme d'efforts mentaux pour utiliser votre site influe sur la facilité avec laquelle les utilisateurs trouvent le contenu et accomplissent une action précise. Voilà. Donc, ça, un exemple par rapport à la charge cognitive. Dans la vie de tous les jours, les notifications, ce que nous recevons sur notre téléphone, sont une distraction importante. Et ça crée beaucoup de charges cognitives élevées, rendant plus ou moins presque un traitement impossible à lier les informations entre elles sur votre travail. Et les notifications sur votre travail, une distraction importante provoquant un désintéressement de l'action menée sur le départ de la recherche, va être perdu. Donc là, après, on parle plutôt comme quand on a tous les ordinateurs connectés en même temps. Le cerveau humain, il a une capacité de traitement limitée lorsque trop de stimulation, enfin, demande l'intention en même temps. Donc, il y a plus la même, il y a plus l'action voulue au départ. Voilà. Donc après, si je peux parler après par rapport à, il en va de même pour les sites internet. Si votre site web surcharge leur cerveau d'informations, la seule façon pour eux de s'en défaire, c'est de quitter votre site. Donc, plus il y a d'informations, plus ils se perdent. Donc, ils comprennent pas trop l'action qui est à mener. Ils vont regarder autre chose, ils vont prendre une distraction derrière. Et au lieu de ça, vous avez perdu quelqu'un, quoi. Voilà. Les gens qui vont pas utiliser un site web, encore moins acheter un produit sur un site, e-commerce par exemple, hein, après je sais pas, hein, on n'est pas encore, ils en ont parlé, mais ça va avancer dessus, euh, qui s'épuisent et les rendent confus. Voilà, vous voyez, c'est plus, c'est pour ça qu'on a des sites indépendamment de tout le corps du site Croton. Voilà. Chaque site web nécessite une certaine charge cognitive, et plus vous la minimisez, meilleure l'expérience de l'utilisateur sera. Voilà. Les biais cognitifs, conseils par rapport à l'icône dessus, en fait, il faut tout simplement en fait, avoir des gens qui ont des, des logiques sur quand ils vont entrer sur votre site web, en fait, ils vont être basés sur des expériences passées de visite d'autres sites, en fait. Donc, vous avez la similitude d'autres sites web qui vont plus ou moins les impacter ou pas. Et donc, voilà, ça demande beaucoup de sources de stimulation. Voilà, c'est un peu le cas, surtout beaucoup pour les gens qui font beaucoup de jeux en ligne. S'ils arrivent sur une plateforme Maxtor, forcément, il y a, il y a quelque chose qui vient derrière. Voilà. Donc ça, c'est une parenthèse aussi dessus. Donc par rapport à ça, si votre site web, en fait, il a des actions inutiles, et vaut mieux concentrer plus d'efforts à expliquer verbalement pourquoi vous avez synthétisé, syntaxé votre site web, en fait, pour éviter que justement ça soit plus utile, plus pratique, vaut mieux sacrifier la clarté et la compréhension au nom de la simplicité, qui n'est pas recommandé. Voilà. Donc voilà, ça c'est sur ça. Il y a la définition sur l'ancrage. Donc le biais d'ancrage, c'est quoi? C'est le biais d'ancrage cognitif qui nous pousse
à nous fier fortement à la première information qui nous est donnée sur un sujet, bah, lorsque nous établissons en fait des prévisions ou faisons des estimations sur quelque chose, nous interprétons de nouvelles informations à partir du point de référence de notre ancrage. En fait, le non-ancrage, c'est un lieu de voir objectivement, en fait. Vous voyez, ça peut fausser nos jugements et nous empêcher de mettre à jour nos plans, nos prédictions, autant que nous devrions. Voilà. Donc, après, pour un exemple d'ancrage, et ben en fait, voilà, le reverse, donc voilà, l'exemple d'ancrage chez le reverse en montrant leur formule la plus chère en première. Voilà. Donc ça, c'est notre exemple de la vie, hein. Tous les jours, au supermarché, il faut les articles les plus chers à hauteur des yeux, avec des étiquettes de prix visibles, hein. Ça, c'est voilà, c'est logique. De sorte que l'article que vous finissez par chercher semble moins cher. Voilà, forcément, si vous le mettez en premier, ben voilà, c'est le number one, c'est là-dessus qu'il faut miser à fond. Et alors, pourquoi les prix se terminant par 89 sont-ils si populaires? Eh ben, l'explication réside dans le fait que les clients s'accrochent au prix qui précède le calcul et comme un point d'ancrage. En fait, voilà, il y a le côté visuel, le côté physiquement euh, mis à proximité physique ou voilà, je veux dire dans le plan d'un site web, bah, ça va être en première vue sur les yeux, quoi. Donc en proposant des promotions, la boutique peut inciter leurs clients euh, aussi pour comparer le prix soldé au prix d'origine. Voilà. Là, c'est d'autres exemples. Il y a aussi après une explication sur la définition hiérarchie visuelle. Voyez, sur le principe en fait de la hiérarchie visuelle, et c'est le principe qui consiste à structurer en fait et organiser les éléments par ordre d'importance. Voilà. Donc après, bah, par rapport au rôle euh, par exemple des designers qui structurent en fait les interfaces pour les utilisateurs, et bien, pour faciliter la fluidité de la compréhension du contenu, bah, forcément, c'est organisé. Voilà. Donc, en disposant en fait l'élément de manière logique et stratégique, la hiérarchie visuelle influence la perception des utilisateurs et guide vers l'action ciblée. Voilà, on est bien en fait sur le ciblage du coup du produit pour le meilleur ciblage aussi pour le besoin de votre futurs prospects. Donc, rassembler des gens entre eux permet de créer des groupes. C'est ce qu'on appelle la loi de proximité. Sans ces groupes, il serait donc plus difficile de comprendre et de différencier les éléments comme la navigation, le contenu ou la publicité. Voilà. Donc, ça rendrait en fait les choses plus difficiles pour savoir où porter son attention ou auxquels les éléments peuvent être ignorés ou pas. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de Spotify, sur l'application Spotify, on a en fait trois groupes différents. On a le côté client, le côté que la personne, je sais pas, moi, va pouvoir mixer, la personne qui va vouloir aussi, je sais pas, enfin voilà. Mais par rapport à, vous voyez, en comparaison de ce qu'on peut apporter sur notre douane, en fait, en termes de formation, on peut forcément extrapoler dessus. Donc là, ça consiste à quoi? En fait, là, sur le plan de l'exemple hiérarchie visuelle, donc c'est pour augmenter l'espace entre les groupes, rend chaque ensemble bien distinct et individuel. Cette hiérarchie permet à l'utilisateur d'identifier plus rapidement l'élément avec lequel il peut interagir. Donc là, sur le plan de biais cognitif du conseil icône, donc ça par rapport à l'exemple typique, c'est les gens lisant en haut, de haut en bas et de gauche à droite. Organiser donc le contenu de vos pages en forme de F, donc article de blog, ou en forme de Z, donc page de site, faciliter et fluidifier en fait la lecture. Le biais cognitif, conseil icône, donc la taille compte aussi, parce que les gens, en fait, quand ils vont lire ce qui est plus grand en premier, il faut s'assurer que mettre les éléments les plus importants en plus gros, donc voilà, ça c'est logique.
Voilà, c'est comme toutes les grandes marques, hein. Je parle sur le fast-food, McDonald's, ben, on voit que ça, hein, donc voilà. Faut pas verser le menu en tête quand on prend, vous voyez, c'est un peu ça l'esprit. Donc faire respirer aussi les éléments importants, les éléments isolés attirent l'attention aussi. Vous voyez, c'est un peu paradoxal, mais ça a toute son importance. Voilà, donc ça rend un peu plus facilement visible pour le lecteur. Voilà. Après, comment dire, il y a plusieurs niveaux sur le fait qu'il y a des utilisateurs qui adaptent leur comportement en fonction de ce qu'ils font en fait les autres. Et que ça permet en fait d'attirer un peu plus de choses par rapport à votre site. Donc ça ressemble en fait un peu à quelque chose qui peut aussi avoir un rapport avec le biais cognitif accordéon. Voilà. Et par rapport à ça, donc là, c'est sur la définition de la preuve sociale. Donc la preuve sociale, c'est quoi? C'est du social proof, vous voyez, en anglais. Donc ça, c'est théorisé par un des psychologues Robert Cialdini. Voilà. Et lui, en fait, il soutient qu'une personne qui ne sait pas quel est le comportement approprié dans une certaine situation se tournera vers d'autres personnes pour imiter ce qu'elles font et ainsi orienter ses actions. Donc ça, c'est vraiment sur le copyright, hein. C'est un peu la méthode utilisée aussi. Plus le nombre de personnes est élevé, plus l'action lui paraîtra appropriée. Donc, en fait, c'est un peu l'effet de groupe, hein. Vous voyez, l'effet groupe, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait, dans le sens que la personne va s'identifier à une personne du groupe et pourra mieux intégrer aussi, parce que elle servira de témoignage, en fait. Donc, pour elle, ça sera un point déclencheur, hein, un point déclencheur par rapport à ça. Donc après, il y a, suivant les situations, en fait, on ne sait pas quoi faire, en fait. Supposons que, en fait, que les personnes qui nous entourent, bah, les experts, les célébrités, les amis, vous voyez, il y a un point d'identification par rapport à la personne. Et ça s'appelle, en fait, c'est vraiment ciblé sur voilà, la définition de preuve sociale. Donc là, pour exemple, en fait, par exemple, bah, nous portons en fait souvent des jugements sur la base de l'impression générale que nous avons de quelqu'un à l'effet de halo. Donc ça, c'est mené par le psychologue Edward Thorndike. Voilà. Donc lui, il a cité plusieurs exemples et il dit que nous pensons que tout ce que les experts utilisent est génial parce qu'ils sont probablement plus compétents que nous dans leur domaine de compétences. Et donc, nous achetons des produits approuvés pour des célébrités parce que nous voulons leur ressembler. Vous voyez, il y a un point d'identification qui est hyper important, qui est vraiment forcément, j'ai envie de dire, le plus impactant et le plus sensibilisant pour la personne ciblée. Donc, tout simplement avoir leur liberté. Vous voyez, en fait, ils s'approprient le produit parce qu'ils voient que ils sont déjà identitaires à la personne qui l'a promulgué. Et en fait, de ça, bah, ça impacte encore plus le besoin. Et donc, forcément, bah, ça attire un peu plus vite la personne pour faire venir. Voilà. Donc, en fait, après, il dit que nous faisons confiance aux avis clients parce qu'ils ont fait l'expérience du produit et du service, contrairement à nous. Donc voilà. L'un des meilleurs exemples de fraude sociale dans la vie réelle est la longue file d'attente devant, bah, par exemple, bah, sur Apple Store le jour de la sortie d'un nouvel iPhone. Donc ça, c'est ça aussi. Le fait qu'un groupe de personnes trouve le nouveau téléphone si désirable qu'il passe en un temps considérable à faire la queue a un impact sur notre perception de la valeur perçue du téléphone et nous pousse à convoiter un aussi. Voilà, donc ça nous force à acheter par ces effets de groupe qui fait que on a besoin de s'approprier cette chose de valeur. Donc voilà, faut susciter un peu le suspense, faut vraiment suivre plusieurs choses. Alors, en effet, il est important pour les entreprises de montrer qu'elles sont occupées. C'est pourquoi les restaurants et les bars s'assurent souvent qu'il y a une file d'attente devant l'entrée. C'est logique. Les sites web font de même avec des stratégies différentes.
Donc, conseil social, le biais cognitif, conseil icône. Donc, ça, c'est surtout en fait en sorte que des experts de votre secteur interviennent sur vos réseaux sociaux, peut-être un excellent moyen d'exploiter aussi leur influence et l'association positive qui ont dans votre industrie. Donc, effet de halo. Vous voyez, ça a l'effet qu'ils peuvent happer les personnes pour faire venir, bah, tiens, c'est intéressant, bah, il faut que j'y sois, il faut que j'y sois maintenant. Vous voyez? Donc, de temps en temps, en fait, vous pouvez recevoir une belle mention dans la presse d'une grande marque ou d'un influenceur dans votre secteur. Lui, il va faire quelque part en fait le témoignage de votre recommandation et il impactera plus vite vos produits. C'est pour ça que c'est très important. Il s'agit d'une excellente forme de preuve sociale à partager. Donc, le biais cognitif icône, bah, c'est de le contenu va être généré par les utilisateurs et en fait, c'est sur une stratégie importante sur capital même pour générer de la preuve sociale et bâtir une communauté. Donc voilà. Après, il y a plusieurs exemples aussi. La définition de la rareté, ça c'est sur, vous voyez, sur, pareil, c'est sur le biais cognitif, accordéon, icône. L'effet de rareté, en fait, c'est quoi? C'est en anglais, c'est scarcity. Donc scarcity, en anglais, c'est l'effet de rareté et le biais cognitif qui fait que les gens accordent une valeur plus élevée à un objet rare et une valeur plus faible, donc à un objet disponible en abondance. Et sur la rareté, donc l'association de la rareté dans notre cerveau est quelque chose de positif, hein, et luxueux et exclusif. Donc la rareté, c'est ce qui est rare et cher, comme dit l'expression. Et en fait, après, on suppose en fait automatiquement qu'un objet qui est rare, c'est parce que tout le monde le veut et l'a déjà acheté. Ce qui il s'agit donc d'un bon produit. Donc, ce qui est, voilà, ce qui est, faut pas acheter par quantité, mais par qualité. Aussi, il faut monter en échelon sur votre tunnel de vente. Donc, le tunnel de vente, c'est vraiment important de structurer votre argumentaire. Et après, bon, voilà, il y a, par exemple, pour l'exemple de la rareté, on prend l'exemple de booking.com, qui est un maître du marketing de la rareté, enfin, en quelque sorte. On a donc du coup regardé comment il laisse en fait entendre que cette offre de l'hôtel ne sera pas disponible bien longtemps. Donc, dans l'ultimatum, on travaille dans la rareté, dans l'ultimatum. Et sur la rareté, en fait, on utilise donc avec une modération et avec des vraies données pour inciter donc les utilisateurs à passer. Pardon. À passer plus rapidement donc à l'action sur votre site. Après, toutefois, il y a cette technique qui est adoptée donc, et abusée, parce que voilà, ils excellent dans ce fait-là. Et c'est un grand nombre en fait de sites que son impact peut varier. Donc en fait, là, voilà, l'impact il peut varier. Et donc voilà, après forcément sur ce qu'il y a de mieux à tester sur ces types de rareté, en fait, c'est ce qui fonctionne le mieux avec les entreprises, c'est à quel moment le faire. Donc en affichant le nombre d'articles restant en stock. Par exemple, nous on a eu des packs NTX. Donc ça c'est intéressant aussi À développer sur ce sujet-là, pardon, sur cette thématique. Et vous pouvez inciter les gens à faire donc leur achat plus rapidement par rapport que l'article ne soit plus disponible. Et c'est le cas. Donc là où on met de la valeur ajoutée, c'est là où il faut le faire tout de suite. Voilà. Donc l'effet de rareté, c'est quelque chose qui a été mis en place en fait par une personne. C'est quelqu'un qui a développé dessus, Nissan Norman. Donc ça, c'est lui qui a mis en place sur un groupe en 2014. Voilà, l'effet de halo. Donc, en fait, je vais vraiment développer dessus. L'effet de halo, donc ça désigne en fait la tendance et à laisser notre impression générale d'une personne, d'une entreprise ou d'un produit influencé positivement notre jugement sur ses autres traits. Voilà. Donc en fait, l'effet de halo est un biais cognitif dans lequel en fait on donne l'impression générale et cette impression générale qui est
reçue par les personnes influence donc la façon dont eux ils vont ressentir et après penser à leur comment dire eux ils vont forcément identifier leurs besoins de prendre par exemple un pack cargo drop et par rapport à ça en fait ça va former les gens à être recommandables et à donner de la recommandation du fait que, du principe que selon l'influence qu'on a avec les personnes, bah, ça va impacter plus ou moins le besoin du produit ou pas. Donc voilà. Là, sur le fait que l'effet de halo, puisque il peut avoir que les gens les perçoivent comme étant séduisants, talentueux, et ils vont trouver ça que, en fait, souvent sympathique. Ils ont également après tendance à transmettre comme intelligent le produit, bah, ça l'aide, puisque ça nous apporte de la valeur, on va dire, plus-value, mais version vanille, quoi. Souvent, le prix du Stockholm dans les futures années, là, il parle de 4 ans de base avec une évolution sur le jeu Analytics qui va être exponentielle. Et c'est le cas, on a des drones Tiger, on a des drones Avastars, on a les drones moissonneurs qui ont mis de la valeur ajoutée. Donc, par rapport au airdrop qu'on avait à la base, en juillet dernier, on a vraiment des plus-values dessus qui sont extrapolées par rapport au prix de base des packs. Donc ça, c'est déjà de la plus-value, c'est de la rareté, c'est de l'ultimatum en fait sur la demande et l'offre. Et là-dessus, voilà. Donc après, il y a vraiment aussi un modèle mental. Ça, c'est la définition pardon, du modèle mental. C'est que les idées des utilisateurs se font sur une interface donc, au niveau utilisateur avec une forte incidence sur la façon dont ils l'utilisent. Donc le modèle mental, en fait, c'est que il va être inadapté la monnaie, par exemple, donc courante. Euh, alors après, il y a le fait que, en particulier, sur le cas de design innovant, donc ça, par exemple, bah, tout ce qu'on a eu comme pub auparavant, sur les présentations. Quand on faisait des présentations de produits, on avait très peu de PDF, on avait très peu, on va dire, la qualité s'est améliorée dans le temps. C'est comme un bon vin, enfin voilà, c'est pour exemple, hein, voilà. Donc l'exemple modèle mental, c'est quoi? C'est en fait une adaptation sur les modèles mentaux de façon utile. Donc Apple, par exemple, pour la sortie du tout premier iPhone, ils ont utilisé donc, un procédé de design, ça s'appelle le skeuomorphisme. Donc, le skeuomorphisme, en fait, c'est quoi? Ça a été popularisé par Apple dans le but d'inciter bah, les gens à se convertir au monde numérique. Et pour ce faire, en fait, ils ont créé donc, des iconographies. Donc ça, c'est limite étroitement en fait des éléments du monde réel. Donc, voilà. Et donc, par exemple, après, un exemple typique en fait sur le scomorphisme, ça, c'est celui de la poubelle permettant de supprimer des fichiers. Cependant, après, on a la population mondiale devenant bah, très progressivement plus inscrite sur le plan bah, technique du scomorphisme. Ça n'est plus en fait nécessaire. Voilà. Donc, en fait, comment dire, il y a une évolution en fait sur le fait que tout ce qui est modèle mental, c'est un peu ça. Donc ça part du cône en fait scomorphisme sur par exemple l'icône de la poubelle, l'icône de la pomme en fait, vous voyez sur euh, Steve Jobs quand il a créé Apple, il a vraiment créé bah, la tentation en fait d'aller amener ces personnes-là à prendre le produit. Et on y est, hein, il est parti dessus, il a gagné ce marché. Donc voilà, il y a une offre et une demande générée. Donc après, il y a ce qu'on appelle après la définition par le biais de familiarité. Donc en fait, les utilisateurs en fait, ont davantage confiance en ce qui leur est familier ou proche, ce qu'ils connaissent le mieux, mais même de manière vague, en fait, ils vont être amenés à être un peu plus curieux. Donc ça aussi, ça favorise un peu et incite les personnes à vouloir suivre ce que vous recommandez actuellement. Donc ils le préfèrent à d'autres options, tout simplement parce que après les utilisateurs ils détestent le changement, ils sont donc généralement ils ont un goût préférable en fait pour conserver une conception familière
et faire évoluer progressivement. Ils ont également un désir en fait inné pour les choses qui leur sont déjà familières, hein. C'est comme quand on achète la PlayStation 1, on peut aller sur la PlayStation 2. Là, je fais référence à Nextdoor qui va à avancer sur on va dire, sur le fait que on va passer de Nextdoor Rétro à Nextdoor Plus. Nextdoor Plus, forcément, ça va battre le mode rétro. C'est logique. On est dans la rétro, le côté rétro et le côté moderne de Master Plus va simplement mettre catapulter le monde de joueurs sur la plateforme Master Plus. Les jeux vont être améliorés au niveau graphique et être améliorés aussi sur le plan audio. Donc ça, c'est vraiment un truc de dingue. Bon, après, je ressens un peu l'explication en fait, dessus. Donc, pour revenir sur le biais de familiarité, ces personnes-là, ils vont forcément s'être impactées sur ça aussi. Donc, c'est un environnement qu'ils connaissent déjà, c'est quelque chose qui vont être favorable par rapport même aux alternatives disponibles. Donc ça, c'est important aussi. Par exemple, il y a les consommateurs qui choisissent naturellement les marques qu'ils connaissent le mieux, même s'ils n'ont jamais essayé, ils ne connaissent pas par la publicité, mais tout le matraquage publicitaire qu'on reçoit sur certaines grandes entreprises. Enfin, voilà, je parle de Microsoft, tout ce qui est Xbox, voilà, il y a aussi les jeux comme ça. Après, si on prend l'exemple de Mail.ru, bon, c'est un service qui permet aux utilisateurs de recevoir des résumés automatisés par mail de contenu que nous suivons sur Twitter, Reddit, YouTube et plus encore. Enfin, voilà. Donc ça offre donc 30 jours d'essai gratuit, un service, mais suite à ces 30 jours, je reçois cet email, vous voyez. Et donc, en fait, là, on est dans l'exemple de familiarité avec le Mail.ru. Il m'offre donc un mois supplémentaire. En quoi est-ce extrêmement malin au vu du service qu'il propose? Avant tout, il est important de noter que leur service joue énormément sur l'un des plus grands mâles du XXIe siècle, les réseaux sociaux, et plus précisément sur le syndrome de FOMO. Donc, c'est le fear of missing out. Ça, voilà, c'est caractérisé par la crainte constante de manquer une nouvelle importante ou un événement. Par exemple, quand on a comment dire, un décompte sur une date de rentrée pour acheter n'importe quel produit, forcément on est dans l'attente et du coup ça suscite beaucoup plus d'attention par rapport à l'origine. Donc, par rappel, en fait, le groupe, ça envoie automatiquement tous les matins une sélection des meilleurs contenus que nous suivons. On peut considérer que ça comme une détox du syndrome FOMO. Voilà. Donc, offrir ce mot supplémentaire, utiliser cette stratégie permet à notre groupe d'accentuer le biais de familiarité. Plus nous faisons l'expérience de quelque chose, plus nous sommes susceptibles de l'aimer. En fait, c'est comme quand On teste, par exemple, je sais pas moi, on teste un produit, on donne, on va dire, on va l'offrir, on va être plus amené l'apprécier pour ce qu'on a offert. Mais quand on aura testé, on va être encore plus satisfait, on va plus passer à la recommandation que si on n'avait pas testé. Vous voyez? Donc, en ancrant l'habitude le quotidien, l'utilisateur d'utiliser leur service. De cette façon, en fait, ils se montrent utilisateurs ils montrent que, en fait, à leurs utilisateurs que leur service est indispensable dans leur vie. Donc, après, facilement, le biais de familiarité, il est très important aussi. Après, je suis en train de voir, donc après, je vais parler sur le biais de cohérence. Vous voyez? Donc, lorsqu'on demande à un utilisateur, en fait, aux utilisateurs de faire quelque chose, le cerveau perçoit instinctivement comme une menace. Donc, plus on demande initiale, plus la demande en fait initiale est faible, plus la réaction de lutte est faible, et plus les utilisateurs sont susceptibles d'accepter des demandes progressivement plus, plus importantes. Vous voyez? Donc après, il y a aussi sur en fait sur les gens en fait quand ils font
tous leurs principes pour paraître cohérents dans leur parole ou leur action, et ben, au bout d'un moment, bah, faire, de faire des choses qui sont fondamentalement irrationnelles, bah, d'autant plus que le cerveau aime être cohérent avec ses actions précédentes. Voilà. Donc si on n'est pas cohérent dans ce qu'on recommande, c'est même pas la peine, quoi. Donc voilà. C'est en partie donc, sur la raison pour laquelle les formulaires de plusieurs étapes peuvent être plus performants qu'un long formulaire en une seule étape. C'est sur les thèmes de vente. Après, imaginez qu'un client ait décidé d'acheter un nouvel iPhone après avoir choisi l'iPhone qui lui convient et qu'il est accueilli par une option de garantie Apple Care, pardon. Et ben, forcément, bah, il va dire, bah, ces accessoires conçus par l'iPhone choisi, bah, je suis preneur. Vous voyez. Donc, après, c'est quand il s'agit du cross-selling. Donc, ça, c'est consistant à vendre, ça consiste en fait à vendre des articles en plus de l'article déjà en main. Vous voyez, vous mettez une plus-value à chaque fois. Parce que si vous mettez une garantie, bah, après-vente, hein, c'est ça, hein, de toute façon. Donc là, pour l'exemple du iPhone, là, on a l'exemple de plusieurs choses en fait dans la compagnie. C'est qu'on a plusieurs produits qui sont mis en plus-value chaque mois, j'ai envie de dire, même chaque année. Voilà. Donc la vente en fait croisée a plus de chances d'être suivie, car le consommateur a déjà acheté ou s'est engagé et acheté le produit dans son panier par le biais d'engagement que la cohérence du cross-selling est Apple avant d'indiquer si nous avons un iPhone à reprendre, enfin voilà, l'option de garantie Apple Care Plus n'apparaît pas, mais elle n'apparaîtra qu'après. Voilà. Donc après, bah, forcément, sur le conseil, biais de cohérence, donc ça c'est fait pour amener les utilisateurs à prendre petit à petit un engagement et poursuivre en fait le besoin au quotidien, donc de percevoir un peu tout ce qui va venir après. On a aussi la fatigue décisionnelle en fait. C'est-à-dire, ça c'est super important, je trouve que c'est un des plus importants. La fatigue décisionnelle, c'est quoi en fait? C'est des situations où nous prenons des décisions, l'énergie mentale qui nous reste diminue, car plus nous prenons des décisions, plus la fatigue mentale se fera ressentir et cela affecte tout le monde, y compris vos clients. Donc voilà, vous avez une demande et une offre qui devient fatigante et du coup la perte d'information est susceptible d'apparaître. Donc la fatigue décisionnelle est la raison pour laquelle on se sent en fait dépassé parce que on a trop de choix à faire. Et donc voilà, après il y a ça. On prend l'exemple des sites e-commerce, notamment que ceux qu'en ayant des fiches produits avec de nombreuses variantes à un même produit, eh ben, au lieu d'augmenter le taux de conversion en offrant à vos utilisateurs une multitude de choix, vous les dissuadez en fait de passer à l'action par l'abondance du choix. Donc ça revient un peu à l'origine de ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Voilà. Allez, à plus. Ciao, ciao les amis.